Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes bien sur le webinaire Vacances pour tous, donc avec Marie-Placide Bora de l'ANCV, chargée de projet développement famille au niveau de l'ANCV. Nous allons vous présenter le dispositif Vacances pour toutes 2022. Donc moi je me présente, je suis Jean-Sébastien Veston, chargé de projet pour le développement de l'accès aux vacances pour les personnes en situation de précarité. Et je suis accompagnée ce matin par Marie-Placide, qui est chargée Bonjour. de développement famille insertion à l'Agence nationale pour les chèques vacances pour la NCV. Voilà, donc nous allons animer votre matinée en duo. Et je pense qu'on va commencer par Marie-Placide, qui va vous présenter le partenariat ANCV avec la fédération et un peu avec les structures. Je te laisse. Merci Jean-Sébastien. Bonjour à tous. Merci pour votre présence et merci pour l'intérêt que vous portez à la thématique vacances. Donc, je m'appelle Marie-Placide Bora. Je suis chargée de développement insertion au sein de la direction des politiques sociales de l'Agence nationale pour les chèques vacances. En guise d'introduction, je vous propose de vous présenter un peu ce que c'est que l'Agence nationale pour les chèques vacances. C'est un établissement public qui fête cette année son 40e anniversaire. L'agence a été créée en 82. Ça faisait partie des 101 propositions du candidat Mitterrand à l'époque. C'est une agence qui a été créée avec pour mission, donc une mission de service public, qui est de contribuer au départ en vacances du plus grand nombre. Et pour ça, elle dispose d'un statut monopolistique sur l'émission et la commercialisation d'un titre, qui est donc le chèque vacances, qui est un moyen de paiement que vous connaissez par ailleurs dans votre vie quotidienne. L'agence propose un ensemble de services et une approche qui est globale, en fait. On a d'une part la commercialisation des chèques vacances à destination des actifs. C'est le service qui est le plus connu. Donc les chèques vacances est commercialisé à l'endroit des trois versants de la fonction publique, des entreprises privées, des travailleurs indépendants et des petites moyennes entreprises. Aujourd'hui, ça représente quand même 4,5 millions de bénéficiaires. Si on considère que chaque personne qui bénéficie des chèques vacances dans le cadre de son activité salariée en fait bénéficier également ses proches, ça porte le nombre de bénéficiaires à 11 millions de personnes avec les familles. Donc ça, c'est un axe de la proposition de service de l'agence. Et l'autre, c'est donc celui que vous connaissez également, qui est à l'endroit de nos concitoyens les plus fragiles. L'agence met effectivement en place un ensemble d'aides à la personne, sont nos programmes d'action sociale, qui reposent sur la volonté du conseil d'administration de l'agence et de sa commission d'attribution des aides. Donc c'est une décision volontaire, puisque l'agence n'est pas un opérateur de l'État et à ce titre ne bénéficie d'aucun financement de l'État, à l'exception bien sûr d'exonérations diverses. La volonté des instances de l'agence, c'est de s'engager sur le renforcement des politiques de cohésion sociale. Et à ce titre, il y a des publics prioritaires qui ont été identifiés pour nos programmes d'action sociale. On a les familles précaires, les seniors isolés, les jeunes en difficulté et les personnes en situation de handicap. Chaque année, ce sont près de 290 000 personnes qui sont aidées dans le cadre de nos programmes d'action sociale. Ça représente un budget de 30 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à ces programmes. Ce budget, il est quand même conséquent, 30 millions d'euros, mais si on considère qu'en France, depuis les années 80, on a entre 20 et 25 millions de personnes qu'on considère comme des non-partants, c'est un budget qui nous oblige bien sûr à cibler un public prioritaire, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure.
Pour ça, on met en place donc nos programmes d'action sociale. Celui dont on va vous parler aujourd'hui principalement, c'est les aides aux projets vacances, qu'on porte avec beaucoup de conviction et avec un ensemble de partenaires qui sont appelés des têtes de réseau, qui sont nos co-contractants dans le cadre de nos conventions de partenariat, comme la Fédération des acteurs de la solidarité. On en a une 60aine que vous connaissez aussi, parmi les généralistes, les caritatifs, du secteur associatif, de l'éducation populaire. Je crois qu'il y en a qui sont présents aussi parmi nous aujourd'hui. Donc, je pourrais citer Emmaüs, Aurore, le Secours populaire, le Secours catholique, et bien d'autres, notamment dans le champ du handicap, l'APF, l'UNAPI. Donc, toutes ces têtes de réseau sont en partenariat avec l'agence pour mettre en place les programmes d'action sociale, parce qu'on partage ensemble la conviction que pour des personnes qui se sentent déjà exclues et en marge de la société au quotidien, le temps des vacances vient accroître ce sentiment, surtout quand la société vit au temps des vacances, que ce soit la météo ou les médias, quand on parle des chassés-croisés, des juilletistes et des haussiens. Et on est persuadé que les vacances participent de la construction de l'individu, de la personne. Pour ceux parmi nous qui ont eu la chance de partir en colonie de vacances, de partir en vacances avec nos parents, en couple, avec nos amis, on sait que ces souvenirs-là font partie de notre identité. Et on considère que la thématique vacances, c'est un support socio-éducatif qu'on met au service de nos partenaires, au service de leur réseau, des associations avec lesquelles elles travaillent, parce que c'est une thématique qui est positive, qui est profondément humaniste, dans la mesure où, contrairement à nombre de politiques d'accompagnement, elle part non pas des manques de la personne, mais de ses aspirations profondes, de ses envies, et elle permet à la personne de se placer en tant qu'acteur de son projet. Et c'est souvent aussi, dans l'accompagnement social, l'occasion pour la personne accompagnée et pour le professionnel de se percevoir sous un autre angle, justement de manière positive et dans un autre environnement. Voilà. Voilà, pour vous présenter brièvement ce qu'est l'agence et ce que sont nos priorités, ce que sont nos ambitions autour de la thématique vacances et qu'on partage avec la FAS depuis plusieurs années déjà. Avec la FAS, je dirais que notre partenariat a pris un tournant depuis 2019 dans la mesure où on a mis en place une convention triennale, donc sur 3 ans, où on a investi ensemble sur le soutien au départ en vacances des publics qui sont accompagnés par votre réseau. Et c'est la raison aussi de notre réunion aujourd'hui. On est là pour vous présenter plus précisément le dispositif et aussi pour répondre à l'ensemble de vos questions. J'ai essayé d'être assez bref sur la présentation de l'agence, mais s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que je puisse revenir, n'hésitez pas à m'en faire part dans le chat. Là, aujourd'hui, on est là pour parler des aides aux projets vacances, mais on a par ailleurs d'autres dispositifs, notamment des appels à projets thématiques pour les jeunes en QPV, pour les enfants protégés et les jeunes qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. On a également un appel à projet pour tout ce qui concerne l'IAE, donc l'insertion par l'activité économique, et un autre appel à projet pour tous les travailleurs en ESAT. Donc, si ce sont des sujets aussi qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à nous en faire part, on pourra revenir de manière plus détaillée sur ces points. Voilà pour la petite présentation que je souhaitais vous faire. Merci beaucoup, Marie-Placide. Je tenais à préciser que pour les personnes qui souhaiteraient avoir des renseignements sur l'appel IAE, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je pourrais vous renseigner et vous mettre en lien avec plusieurs structures, puisque j'ai eu la collègue de Marie-Placide qui nous a aidé, Anne-Lise Guérandel.
Voilà. Merci beaucoup, Marie-Placide. Oui, donc, comme vous disiez, Marie-Placide, nous faisons partie des 60 têtes de réseau de la NCV. Et donc, parmi vous, il y a bien des personnes qui sont têtes de réseau et aussi des participants qui ne savent peut-être pas que dans leur association, ils sont têtes de réseau à NCV. Donc, si c'est le cas, enfin, si vous me contactez, moi, je vous dirai si votre association est bien en tête de réseau, et je vous renverrai plus vers votre tête de réseau, vers votre association pour monter des projets. Parce que, voilà, on a nos propres réseaux, donc il faut faire fonctionner aussi le réseau de l'association. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va vous présenter le dispositif vacances, le dispositif d'aide au projet vacances. Si vous avez des questions, vous avez dans le chat, comme vous avez pu commencer à remplir, vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat. Par rapport au son, vous pouvez couper le son. Vous avez en haut à droite de votre écran une petite cloche et vous cochez la petite cloche pour enlever les notifications. Et du coup, on n'aura plus ce bruit de fond qui vient un peu perturber les interventions. Voilà. Donc, du coup, l'accès aux vacances, comme vous l'a dit Marie-Placide, notre partenariat avec les chèques vacances, c'est de nous permettre d'accompagner les structures qui envisagent d'intégrer l'accompagnement social global à la question du départ en vacances. La question des vacances, c'est vrai que ça revient beaucoup et c'est quelque chose qui dans l'accompagnement global, peut aider aussi sur certains projets. Donc, nous, on aide à la redistribution des chèques vacances, venant compléter le budget des personnes qui souhaitent partir. C'est aussi un soutien stratégique technique, c'est-à-dire que moi, je suis là pour vous accompagner dans vos projets. S'il y a des questions d'ordre technique ou de recherche de structure ou de montage du budget, il ne faut pas hésiter à m'appeler ou à m'envoyer des mails parce que je suis là pour ça. Et aussi, c'est l'interpellation des décideurs nationaux et locaux en prenant notamment appui sur l'évaluation des modalités de déploiement du dispositif. C'est aussi pour lancer le plaidoyer sur les vacances, sur la culture, qui ont une place très importante dans l'accompagnement, je trouve. Enfin, on n'en parle pas assez. Du coup, le bilan du partenariat, donc ça fait déjà 4 ans que nous travaillons avec l'Agence des chèques vacances, nous entamons notre 4e année. L'année dernière, nous avons fait partir via le dispositif vacances 2636 personnes qui ont bénéficié des APV, dont 2464 personnes accompagnées et 172 accompagnateurs. Les types de bénéficiaires, c'est beaucoup les familles, c'est beaucoup de familles, et après les adultes, et après c'est les jeunes en moindre mesure, mais ça va être, on va vous expliquer par rapport aussi aux critères de la fédération, puisque chaque tête de réseau a ses propres critères d'éligibilité à son dispositif. Cette année, tu voulais réagir ? Oui, effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas soulevé. J'ai dit qu'on était partenaire avec une soixantaine de têtes de réseau sur les programmes d'action sociale. On a bien sûr une convention qui nous lie, qui établit un cadre juridique général. C'est-à-dire qu'on a des critères d'éligibilité qui reposent sur la situation socio-économique de la personne d'une part, et des critères par rapport aux projets qui sont soumis, donc des critères d'éligibilité par rapport au séjour lui-même. C'est donc un cadre qui est global, et au sein de ce cadre, on définit avec chaque tête de réseau partenaire un ensemble de critères qui sont spécifiques aux bénéficiaires qui sont accompagnés par ce réseau. C'est la raison pour laquelle vous verrez que l'AFAS a une grille de critères que vous communique Jean-Sébastien, qui peut légèrement différer de celle qui sera appliquée par Emmaüs, par exemple, parce que ce sont des éléments dont on est convenu avec l'agence et le partenaire. Et sur lesquels, donc, bien sûr, le partenaire s'engage que le partenaire s'engage à mettre en place et à faire appliquer au sein de son réseau. Voilà, merci beaucoup Marie-Placide de la précision. Et je précise que les APV, ce sont les aides au projet vacances. Et parmi les structures il y a eu 103 structures cette année qui ont été porteuses de projets
d'aide aux projets vacances, et dont 290 projets, et ça représente, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau des structures, il y a 70% des structures d'hébergement, le reste c'est plus de l'accompagnement, et donc c'est pour ça que vous pouvez le retrouver dans le type de structure. Et au niveau des séjours, on a eu beaucoup plus de séjours individuels, on a eu autour de 185 séjours individuels, 61 séjours collectifs et 44 excursions collectives. En vue de la période qui était 2021, c'est plutôt pas mal en termes de résultats. Donc, du coup, je vais vous présenter maintenant le dispositif vacances. Les aides au projet vacances, c'est pour qui? C'est pour donc c'est à destination des personnes malades, des familles. Alors ça, c'est nos critères au niveau de la fédération. Nous, on priorise les publics qui sont afférents à notre réseau. Donc les familles fragilisées, les seniors, les adultes isolés, les enfants scolarisés en quartier prioritaire, partant en classe découverte, les jeunes, pas de 18-25, mais de 16 à 25 ans. Donc, il faudra qu'on modifie, mais c'est bien 16-25 ans. Les jeunes de moins de 25 ans, de moins de 16 ans, on va privilégier les départs en famille. Donc, si vous avez des projets pour des jeunes seuls de moins de 16 ans, c'est des séjours famille, sinon on ne pourra pas financer le projet. Et pour les personnes en situation de handicap. Et là, je reviendrai ensuite, peut-être Jean-Sébastien, sur Oui. ce qu'on propose éventuellement pour les jeunes dans des cas de figure spécifiques. Tu veux que je te laisse finir ou je... Vas-y, on profite. Du coup, comme on est sur les publics, il n'y a pas de souci. D'accord. Parce que j'ai vu des questions sur le chat Ouais. dans ces eaux-là. Alors, effectivement, normalement, l'agence ne finance pas le départ des enfants. Alors ça, c'est une affirmation un peu générale. On ne finance pas le départ des enfants, mais il y a quelques exceptions. C'est-à-dire que si ce sont des enfants qui partent dans le cadre d'un séjour familial, donc avec leurs proches, leur famille, aucun souci, leur séjour est éligible. Si ce sont des enfants et des jeunes de moins de 16 ans qui sont en situation de handicap, qui veulent partir sur des séjours en milieu ordinaire ou sur des séjours adaptés, aucun souci également. Sur ces deux cas de figure, donc, des enfants et des jeunes dans le cadre d'un séjour familial ou des enfants et des jeunes qui sont en situation de handicap et qui souhaitent partir en milieu ordinaire ou en séjour adapté, ils sont éligibles. Pour le reste, donc si ce sont des jeunes de moins de 16 ans qui veulent partir par exemple en colonie et qui ne sont pas en situation de handicap, ils ne sont pas éligibles aux aides au projet vacances. Toutefois, on a développé des appels à projets spécifiques pour des publics bien identifiés. Dans le premier cas, ce sont les jeunes de 16 ans et plus sur les quartiers prioritaires, sur les quartiers politiques de la ville. Dans ce cadre-là, on a un partenariat avec le CGET qui permet de financer des séjours pour ces jeunes. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, on a un deuxième cas de figure qui concerne les enfants et les jeunes qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ce cadre, on a un appel à projet qui a été lancé depuis l'année dernière, qui concerne donc toutes les structures de la protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance et de la PJJ, qui peuvent déposer un dossier dans le cadre d'un appel à projet pour organiser des séjours avec ces enfants et ces jeunes. Ça concerne aussi bien des séjours pour des départs, donc des séjours de rupture pour ces enfants et ces jeunes, des départs en colo, mais également des départs avec leur famille d'accueil ou de leur famille d'origine. Pour cet appel à projet, on a un ensemble de critères aussi, avec un montant plafond qui est défini par jeune, par proche et éventuellement par professionnel accompagnant. Et dans ce cadre, c'est l'association qui sollicite en direct l'agence pour obtenir une aide au financement. Je regarde un peu parce que j'avais vu quelques questions en ce sens. Alors, pour bénéficier de l'aide pour les enfants et jeunes protégés, c'est en direct avec l'agence. Vous répondez directement à l'appel à projet.
je réponds par rapport à la dernière question qui a été posée par rapport à ça. Les autres questions. Alors, les MNA sont éligibles à l'appel à projet sur l'enfance protégée, oui. Et du coup, il faut qu'ils se rapprochent de l'ANCV. Absolument, sur notre site internet. Je pourrais vous mettre les liens. Peut-être que quand on vous communiquera le PowerPoint de présentation, on pourra y ajouter les appels à projets que je viens de mentionner. Et vous aurez le lien qui renvoie vers le site internet de l'agence et le site pour déposer vos demandes de financement pour cet appel à projet. Oui. On vous enverra tout ça après le webinaire et du coup, on rajoutera un slide par rapport à ça. Oui. Merci Marie-Placide. Alors, si les enfants sont partis en colonie de vacances et sont actuellement hébergés en CHRS, alors effectivement, sur ce volet-là, ce ne sera pas possible. Mais on y reviendra. On y reviendra sur les raisons pour lesquelles. Peut-être j'aurais dû commencer par ça, en fait. Pour quelles raisons je disais que l'agence ne finance pas le départ en vacances des enfants en direct? C'est parce que l'agence est un établissement public qui a une double tutelle au tourisme et à l'économie. Et les enfants mineurs relèvent de jeunesse et sport. Donc, on remplit notre mission pleinement autant que possible, mais on doit aussi rester dans nos prérogatives et intervenir dans le cadre qui est le nôtre. Et c'est la raison pour laquelle on n'aide pas les enfants en direct, comme je le disais au départ, à quelques exceptions près. Et alors, je vois une personne qui pose une question sur les mères isolées et les victimes de violences. On a également un appel à projet à l'attention des femmes victimes de violences, également auquel vous pouvez répondre en direct. Donc là, on vous enverra également les informations qui sont consultables sur le site internet. C'est un appel à projet qui permet de financer le départ de ces femmes sur des séjours collectifs éventuellement qui sont organisés par l'association, ou sur des séjours individuels avec ou sans leurs enfants. Voilà. Et du coup, pour toutes les autres familles monoparentales, il y a le dispositif s'adresse bien sûr aux familles monoparentales. Hein. Quand on dit famille fragilisée, c'est toutes les sortes de familles. Les familles sous toutes leurs formes, oui. Voilà, donc du coup, ça répond aussi à certaines questions, des personnes se posaient la question. Du coup, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'éligibilité au programme, on va d'abord parler des critères pour faire une demande d'APV, puis après on va revenir sur les critères financiers et un peu d'éligibilité des personnes au programme. Donc du coup, les critères pour une demande d'APV, il faut que ce soit un séjour qui ait lieu en France ou en Europe, mais je précise, c'est Europe, Union européenne. Donc toutes les personnes qui souhaiteraient faire des séjours au Royaume-Uni, le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l'Union européenne sous sa forme fédératrice, on ne peut pas financer un séjour à Londres, par exemple. Donc, on peut financer les pensions en pension complète, en demi-pension ou en pension libre. Je précise que les aides, et ça c'est important, c'est les aides au projet vacances, on peut financer 15 séjours par an et par personne. Donc, les personnes qui font une demande de projet vacances, il faut savoir que si elle veut faire plusieurs projets, on va pouvoir financer qu'un seul projet vacances. Donc, du coup, il faut bien, quand vous faites les demandes avec les familles, bien cibler le séjour où elle veut vraiment partir, parce que nous, on ne pourra aider que sur un projet vacances. Les montants d'aide en chèque vacances, ça peut aller jusqu'à 80% du coût global du séjour. À ceci près, il faut quand même une demande de cofinancement et un autofinancement minimal obligatoire des familles. Même si c'est l'euro symbolique, il faut qu'il y ait un cofinanceur à côté pour pouvoir financer le projet. Et souvent, avec les CAF ou avec d'autres cofinanceurs, la part ANCV est des fois beaucoup moindre que 80% sur le projet. Et ça, c'est en fonction aussi des critères économiques. Mais ça, on va en reparler dans la slide suivante. Et si je peux ajouter, Jean-Sébastien, pourquoi est-ce qu'on insiste on a une batterie de critères, hein, on reste un établissement public, on rend des comptes, on fait l'objet de contrôle de la Cour des comptes, de l'IGAS, de façon régulière.
le départ en vacances des publics les plus fragiles n'est pas forcément une priorité pour tous et on a une responsabilité dans les aides qui sont attribuées. Et cette batterie de critères, elle permet d'assurer qu'on soit bien dans le cadre qui est défini pour nos programmes d'action sociale sur les demandes de cofinancement. C'est aussi en cohérence avec le rôle de plaidoyer qui est assuré notamment par la FAS. On a une place en tant qu'acteur du tourisme social avec un budget et des enveloppes, des dotations qui sont limitées chaque année pour nos partenaires. Et on ne peut pas être le seul acteur à s'engager sur le financement du départ en vacances des publics le plus fragiles. On a à nos côtés d'autres acteurs institutionnels comme les CAF. On a également les mutuelles. Pour les personnes en situation de handicap, il y a des aides de droit commun qui existent avec les MDPH. Et donc, chacun est dans son rôle aussi de solliciter ces acteurs pour obtenir des financements et pour que l'agence intervienne toujours sur une aide qui puisse être déclencheur pour le départ en vacances, pour assurer un coup de pouce, mais elle ne peut pas à elle seule porter la responsabilité et la charge de verser des aides à ces publics. Et donc, on a une obligation de sollicitation de cofinancement, mais en aucun cas une obligation de résultat. Parce qu'on sait que d'un territoire à l'autre, les cofinancements ne sont pas faciles à mobiliser et d'un public, il sera plus facile d'obtenir une aide, par exemple, par le biais de la CAF pour des familles. Pour les adultes isolés et pour les jeunes, c'est plus compliqué. Donc, on en est parfaitement conscient, mais on demande quand même à ce qu'il y ait une démarche d'accompagnement de la personne aussi pour solliciter les aides possibles dans une logique d'accès au droit. Voilà, et je voudrais aussi préciser que pour les aides, du coup, parce que je ne l'ai pas précisé par rapport au montant d'aide à NCV, mais pour les accompagnateurs de séjour collectif, par exemple, nous, on aidera à hauteur de 30% sur le budget accompagnateur. Donc ça, c'est hyper important quand vous faites vos projets collectifs, c'est de prendre en considération qu'il y ait 30% du coût du séjour, enfin 30% d'aide qui sera accordée sur l'accompagnateur. Et ça peut aller jusqu'à 80% sur les personnes accompagnées. Parce que souvent, quand on envoie des dossiers collectifs, c'est ce qui arrive, c'est que les gens font 80% le budget global, dans le budget global. Sauf que... Et si je peux ajouter, Jean-Sébastien, peut-être... effectivement, le coût du séjour pour l'accompagnateur doit être indiqué dans le plan de financement. Par contre, les frais liés au salaire, en aucun cas, ne doivent être valorisés. C'est la responsabilité de l'association, de la structure. Donc, l'agence peut participer en prenant en charge 30% du coût du séjour afférent à l'accompagnateur, mais en aucun cas les frais liés à son salaire. Voilà, oui, je trouve que c'est important de pouvoir préciser ça. Merci Marie-Placide, parce que c'est vrai que on retrouve des fois des demandes à ce sujet. Faut aussi savoir que le coût maximum du séjour, il ne peut pas dépasser 110 € par jour et par personne pour les personnes valides. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est pas sans condition, c'est sans plafond. Il n'y a pas de plafond sur le coût maximum du séjour. Voilà, c'est une petite rectification sur le PowerPoint. Ce qui n'apparaît pas sur le PowerPoint aussi, c'est que les séjours, il faut que les séjours aient une durée minimale d'une nuit, et ça peut aller jusqu'à 21 nuitées. On ne peut pas dépasser 21 nuitées. Et aussi, depuis 2020, mais ça, Marie-Placide, sous ton contrôle, l'ANCV a mis en place, pour répondre aussi à la conjoncture sanitaire, a mis en place les excursions à la journée, les excursions collectives à la journée. Donc, c'est bien des excursions pour un collectif et non des excursions pour une famille, c'est pour vraiment le collectif. Et sous condition... sous condition d'une demande de dérogation auprès de l'ANCV. Effectivement, je reviens toujours au fondement, mais c'est important pour comprendre les critères qu'on met en place. Je vous disais que l'ANCV a une tutelle au tourisme et à l'économie. Le Code du tourisme définit le séjour de vacances comme un séjour minimum de 4 nuitées hors de son domicile familial. Bien sûr, on est conscient que par rapport au public
que vous accompagnez, partir 4 nuitées hors de son domicile, ça peut être très complexe. C'est pourquoi on a prévu dans le cadre du partenariat avec la FAS que les séjours de minimum 1 nuitée soient éligibles. Donc ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, suite au contexte sanitaire, la commission d'attribution des aides a autorisé des ajustements, c'est-à-dire qu'ont été autorisées les excursions à la journée. Mais bien sûr, c'est pas notre cœur c'est pas notre cible, c'est pas le cœur de notre action. Du coup, on veut que ça reste à la marge et que ça reste un recours pour les publics pour lesquels il est vraiment pas possible d'envisager un séjour, même d'une nuitée. Donc, ces excursions à la journée sont possibles. Ce sont des demandes que vous devez faire auprès de Jean-Sébastien. Pour nous, c'est un projet comme un autre, c'est-à-dire qu'il faut fournir aussi des justificatifs avec un devis sur ce qui est prévu sur la journée et montrer que les chèques vacances permettront bien de financer un poste de dépense. Je vois une question là dans le chat. Ça peut être aussi bien les frais de location d'un véhicule que des frais de péage quand vous avez la carte télépéage. Qu'une sortie au restaurant sur la journée ou voilà, tout ce type de frais sur une journée. Voilà. Et du coup, en restant sur les critères que nous, on s'est fixés au niveau de la fédération, enfin, au niveau de notre dispositif, qui est de 110 € par jour et par personne. Ce qui, quand on emmène un collectif, paraît correct. Du coup, on va parler aussi de ce que finance. On n'a pas parlé. Oui. Est-ce qu'on a mentionné les critères par rapport à la situation de la personne, le QF? Non, je l'ai mis un peu plus loin, mais on peut. Okay. On va l'aborder juste après. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que du coup, oui, c'est parce que c'est soumis aussi à condition et on va en parler juste après. Du coup, ça va être dans la prochaine slide. Là, on vous met aussi ce que financent les chèques vacances. Et ça, c'est important. Voilà, c'est ce que commençait à vous expliquer Marie-Placide, c'est que ça peut financer aussi les autoroutes, le restaurant, mais ça peut aussi financer la culture, les entrées au musée, des parcs d'attractions, sorties au zoo, au spectacle, au planétarium, l'aquarium, en acrobranche, etc. Ça peut aussi financer les loisirs sportifs, les bases de loisirs, les kartings, les bowling, les locations de ski, l'acrobranche, le patinoire. Et ça peut aussi financer l'hébergement. Donc l'hébergement, c'est les campings, les hôtels, les villages, les clubs vacances, les gîtes. Et les voyages en transport, ça peut être les trains, les avions, les ferries. Après, les avions, souvent, c'est quand vous passez par une agence de voyage ou des séjours en Europe, par exemple. Il faut savoir que si les personnes veulent faire un séjour en Europe, il faut vraiment passer par une agence française qui accepte les chèques vacances. D'ailleurs, pour tous les projets que vous allez demander par rapport à la restauration, par rapport aux loisirs et tout ça, il faut vraiment vous assurer quand vous faites votre demande de chèque vacances que ces loisirs ou que cette restauration, que l'endroit où vous allez manger, accepte les chèques vacances. Parce que si vous demandez une enveloppe de chèques vacances pour la restauration, pour les loisirs, et que sur place, vous apercevez qu'ils n'acceptent pas les chèques vacances, du coup, vous allez vous retrouver avec un reliquat qu'il faudra nous restituer à la fin du séjour. Donc, le but, c'est quand même aussi que le projet soit bien, que les chèques soient utilisés et que ça profite aux personnes, quoi. Donc, ça, là, vous avez le guide ANCV qui est présent sur la page de l'ANCV. Donc, c'est un guide où vous pouvez trouver l'ensemble des points d'acceptation du chèque vacances avec un filtre thématique, donc en fonction de la région, du département et puis du type de professionnels que vous recherchez, que ce soit sur la restauration, l'hébergement ou les loisirs. Je voulais aussi évoquer un autre sujet. Ça va me revenir, c'est pas grave. En tout cas, sur le réseau d'acceptation, vous pouvez vous référer à la page de l'agence. Ah oui, sur le type de séjour, on a souvent cette question, quel est le type de séjour qui est éligible? Vous voyez, on a un cadre qui reste un cadre avec des critères d'éligibilité, mais qui est relativement souple. On n'a pas de vision normative de ce que sont les vacances. Ce qui nous intéresse, c'est
la démarche d'accompagnement qu'il y a derrière des publics qui sont aidés. Cette démarche d'accompagnement, le projet en soi est aussi important que ce qui a été mis en place en amont avec la personne. Et sur le séjour lui-même, pour nous, les vacances, ce sont aussi bien des campings, un séjour au camping en Lozère qu'une sortie à Disney ou au parc Astérix, un déjeuner au McDo avec quelques familles ou dans un restaurant plus haut de gamme, peu importe finalement. Ce qui est intéressant, c'est la démarche qu'il y a derrière et surtout la satisfaction de la famille ou de la personne aidée, tout simplement. Jean-Sébastien, il y a pas mal de questions. Est-ce qu'on peut peut-être répondre à Oui, parce que je vois, on me pose beaucoup de questions sur les excursions à la journée. Il faut savoir que les excursions à la journée, oui, si les personnes sont parties en séjour et participent à une excursion à la journée, elles peuvent faire les deux. Enfin, c'est pas comme un séjour collectif, enfin un séjour, quelqu'un qui va faire un séjour collectif ou un séjour individuel ne pourra pas avoir une aide sur un autre séjour qui soit collectif ou individuel. Mais par contre, concernant les excursions à la journée, bien sûr que les personnes qui sont parties en séjour pourront participer à une excursion collective. Après, on a un cadre un peu exceptionnel cette année, dans la continuité du contexte sanitaire. On a la possibilité effectivement de partir sur un séjour et une excursion à la journée en collectif, mais il est aussi possible pour des publics, c'est là où vraiment nous on n'est pas sur le terrain comme vous, on s'appuie sur des têtes de réseau qui animent leur réseau. Vous êtes au plus près des personnes et vous êtes en mesure de jauger en fonction des informations qui vous sont transmises, ce qui correspond le mieux à leurs besoins. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui sont extrêmement fragiles, pour lesquelles il n'est pas possible de partir sur un séjour de longue durée dans un premier temps, qu'elles peuvent partir 1 ou 2 nuitées, et que vous vous dites que dans une démarche d'accompagnement, il serait intéressant qu'elles repartent une deuxième fois dans l'année sur un séjour un peu plus long, c'est possible. Mais j'insiste sur le fait que ce doit rester de l'ordre de l'exception, au cas par cas, et sur des publics que vous identifiez au préalable. Voilà. Et puis surtout les excursions à la journée, oui, puisqu'il y en a qui demandent, oui, ça peut être un préambule à un mini-séjour ou quelque chose qui amène aux vacances. De toute façon, les excursions à la journée sont prévues pour ça. C'est les excursions collectives à la journée, c'est pour avoir une première approche sur la notion de loisir, qui devrait amener les gens à partir en vacances. Et ça peut décliner sur un séjour collectif. Par exemple, un mini-séjour collectif dans un endroit. Vous pouvez partir 2-3 jours, et puis l'année d'après, la personne pourra peut-être prendre confiance et faire peut-être un projet individuel ou un autre collectif. Parce qu'on sait qu'aussi que les personnes en situation de précarité, en grande précarité, ne peuvent pas forcément partir longtemps, parce qu'il y a aussi les addictions, il y a aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Et du coup, c'est pour ça que ce dispositif, je trouve qu'il est bien pour les publics en très grande précarité, parce que ça permet aussi, ça leur permet de pouvoir avoir un moment de loisir. Alors, pour revenir aux questions qui portaient sur les séjours sur l'Union européenne. Donc, le chèque vacances, c'est un titre de paiement qui peut être utilisé en France ou dans le reste de l'Union européenne. Pour les séjours hors territoire métropolitain, en général, il n'y a pas d'acceptation en direct des professionnels du tourisme sur le reste de l'Europe. Il faut passer par une agence de voyage en France qui accepte les chèques vacances pour organiser le séjour dans le reste de l'Europe. Et c'est pourquoi aussi on n'a pas la possibilité de financer des séjours hors Union européenne. C'est que tout simplement, le chèque vacances est un titre de paiement sur la France et l'Union européenne. Il y avait aussi sur les critères d'éligibilité pour les personnes qui sont parties 3 fois de suite. Est-ce qu'elle peut partir en 2022 ? Alors, est-ce qu'on parle de personnes qui sont parties sur 3 années consécutives 3 ans de suite. 3 années dans une vie. Non, 3 ans de suite. Oui. Normalement, les critères prévoient que ce soit 3 aides dans une vie. Après, ça, c'est un critère général, encore une fois. On est bien conscient qu'on est sur un public qui est fragile, pour lequel le départ en vacances par ses propres moyens n'est pas envisageable d'emblée.
C'est pourquoi on a prévu les 3 aides. Ce qu'on demande, c'est que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes qui soient aidées, qui est parfois peut-être une latence. Si la personne est aidée 3 années consécutives, on peut peut-être prévoir que sur l'année suivante, elle ne soit pas aidée et qu'elle revienne ensuite demander par la suite. L'agence ne se positionne pas sur le droit aux vacances. Je le disais tout à l'heure, on a un budget de 30 millions d'euros sur les programmes d'action sociale quand il y a entre 20 et 25 millions d'euros de non-partants en France chaque année. Il n'est pas possible, humainement parlant, d'aider chacun, si ce n'est de donner 1 euro à chacun symbolique. Et ce n'est pas l'idée. Donc, comme on doit à chaque fois identifier des publics prioritaires, l'idéal, effectivement, c'est de s'assurer que ce soit des personnes qui soient aidées pour les premières fois ou si elles ont déjà été aidées, qu'il y ait eu une période un peu de latence où la personne ne sollicite pas d'aide. Et surtout dans le discours, de ne pas rétorquer que c'est un droit pour la personne. Non, c'est une contribution volontaire du conseil d'administration de l'agence et de la commission d'attribution des aides, qui peut s'arrêter aussi du jour au lendemain. Voilà. C'est important aussi d'insister sur ça. C'est pas qu'on ne veuille pas aider les personnes, c'est que tout simplement, on ne dispose pas des budgets suffisants pour aider chaque année les mêmes personnes. Voilà, il y avait aussi des questions sur les cofinanceurs. Sur les bénévoles, peut-être, j'essaie de reprendre dans l'ordre. Ouais. Oui, les bénévoles. Alors, quand on parle d'accompagnateur, on parle d'accompagnateur salarié ou bénévole. Pour les salariés, ils peuvent être aidés à 30% du coût du séjour qui leur incombe. Et pour les bénévoles, il y a 2 cas de figure. Soit ils ont un QF qui est supérieur à 900, et dans ce cas-là, ils peuvent être aidés comme les accompagnateurs salariés à hauteur de 30% du coût de leur séjour. Soit ils sont dans une situation précaire également, ils sont sur un QF inférieur ou égal à 900, auquel cas ils peuvent être aidés comme les bénéficiaires directs. Voilà. Pour les salariés qui sont salariés de la structure, on ne demandera pas de justificatif particulier, Jean-Sébastien, si ce n'est une attestation de la structure, tout simplement. Oui, tout à fait. On atteste que c'est un salarié de l'établissement. Pareil pour le bénévole. Alors, si le bénévole est aidé comme les bénéficiaires, qui a une prise en charge plus importante, bien sûr, on demandera les mêmes justificatifs que pour un bénéficiaire lambda. Voilà. Et du coup, il y avait aussi la question sur les cofinanceurs. Nous, on demande à ce qu'il y ait un cofinanceur, une demande de cofinancement auprès d'un organisme tel que la CAF, ou ça peut être aussi les CCAS, ça peut être les conseils régionaux, ça peut être départementaux, et les mutuelles. Et du coup, c'est voilà, la demande, elle doit être faite. Après, s'il n'y a pas de cofinancement de cette partie, il faut absolument nous renvoyer la notification de refus, parce que ça permet aussi, je pense, Marie-Placide, pour vous, la NCV, d'avoir un regard aussi sur les départements ou sur les structures qui jouent le jeu ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande ça. Par contre, c'est de s'assurer quand vous faites le projet vacances, s'il n'y a pas cette aide du cofinanceur, est-ce que la famille va pouvoir financer s'il s'agit d'un séjour individuel, ou si c'est votre structure qui va pouvoir aider, notamment pour les séjours collectifs. Parce que nous, on ne pourra pas aller au-delà de ce que l'on peut donner habituellement. Alors, il y avait une question sur les activités collectives. Je ne sais pas si on y a répondu et si c'était lié aux excursions, vous nous direz dans le chat. Pour la participation des personnes, oui, on demande à ce qu'il y ait toujours une participation du bénéficiaire, même symbolique, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de logique de gratuité et que c'est son projet. Il n'y a pas de montant déterminé. C'est vous qui accompagnez les personnes, c'est vous qui connaissez leurs moyens financiers, leur reste à vivre, et qui êtes en mesure de jauger par rapport au projet qu'elles établissent, ce qu'elles sont en mesure, à quelle hauteur elles sont en mesure de contribuer sans les mettre en difficulté, et en considérant que, voilà, avec les cofinancements
que vous pourrez mobiliser, ça permettra de boucler le projet sans mettre en difficulté la personne. Mais en aucun cas, on a défini un montant minimal à mettre, que la personne doit mettre de sa poche. Même une participation symbolique est prise en compte. Mais on trouve que voilà, c'est aussi un engagement de la personne, c'est son projet, donc il est logique qu'elle participe. Tout à fait. Et du coup, on peut parler aussi de l'éligibilité des projets. Toutes les personnes remplissant les critères économiques, puisque du coup, ça a été beaucoup posé, il faut que les personnes soient un quotient familial inférieur ou égal à 900 €, un revenu fiscal de référence, voilà, ça c'est des documents qu'il faut fournir, ou être en condition de surendettement. S'il y a une condition de surendettement, il faut faire un courrier explicitant qu'on ne peut pas fournir de documents parce que la personne est en situation de surendettement. Pour les personnes qui n'ont pas de ressources aussi, il faut faire une attestation. Voilà, vous faites une attestation comme quoi les personnes, pour l'instant, n'ont pas de ressources. Pour les départs en vacances des publics, par exemple, en CADA, où ils sont en cours de régularisation, il faut que vous, si la personne, parce qu'il faut fournir il faut fournir des pièces justificatives. Donc, vous pouvez fournir des attestations RSA, CMU ou AME. Donc, pour les personnes qui sortent de CADA, ça sera plus l'AME, l'aide médicalisée. Ça sera, pour les autres, pour d'autres personnes, ça sera le RSA, la CMU, les avis d'imposition sur le revenu ou une attestation CAF. Ou si vraiment il n'y a pas de document où c'est en cours, par exemple pour une AME, par exemple, je pense à ça, ou que les personnes sont en cours de régularisation, mais vous n'avez pas le document, il faudra, lors du dépôt du dossier, faire une attestation sur l'honneur du travailleur social ou du chef d'établissement, ou d'un salarié ou du bénévole, comme quoi la personne est en cours de régularisation et que vous vous engagez à fournir les documents s'ils arrivent entre-temps. Je pense que ça répond à plusieurs questions qui ont été posées effectivement pour les personnes en situation irrégulière notamment. Et puis j'ai vu une question également, je crois que c'est la bagagerie antigel. Bien sûr, vous pouvez tout à fait organiser des séjours collectifs pour des adultes sans abri ou précaires. On a d'autres partenariats. Bon, dans le cadre du partenariat avec la FAGE, je pense que vous avez régulièrement ce type de séjour. On a aussi des partenariats avec le SAMU social de Paris, au Captif La Libération, qui accompagne aussi ces publics, et on a régulièrement des séjours collectifs. Donc, 1000 fois oui. Oui, nous avons financé l'année dernière plusieurs séjours de rupture, notamment pour les personnes. Bon, après, ce sont souvent des petits séjours de 2-3 jours, parce qu'on sait quelqu'un qui sort de la rue, c'est pas évident pour lui aussi. Il y a tous ses repères à retrouver. Donc, oui, non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, au niveau des pièces justificatives, donc, pour les personnes, on avait parlé tout à l'heure des bénévoles qui auraient les mêmes critères économiques que les personnes accompagnées. À ce moment-là, on peut les aider jusqu'à la même hauteur que les personnes accompagnées, mais à ce moment, il faudra nous fournir les pièces justificatives pour les bénévoles notamment. Pour les salariés, malheureusement, on ne pourra pas faire plus que 30%. Tu me confirmes, hein, Marie-Placide? Je ne dis pas de bêtises. Pour les accompagnateurs? Oui, les accompagnateurs salariés. Oui, pour les accompagnateurs, c'est 30% du coût du séjour. Et effectivement, s'ils sont bénévoles et qui sont dans une situation similaire à celle des bénéficiaires, ils peuvent être aidés à la même hauteur que les bénéficiaires eux-mêmes. J'ai essayé de parcourir un peu les questions. Il y a un certain nombre auxquelles on a déjà répondu. Bien sûr qu'il peut y avoir des séjours collectifs accompagnés avec le nombre d'éducateurs qui est souhaité par la structure. La question sur un ménage qui est déjà parti en séjour individuel et qui veut bénéficier d'une sortie à la journée, c'est oui, dans le cadre d'un séjour collectif. Sur le cofinancement, je pense que tu y as répondu, Jean-Sébastien. Sur le nombre de séjours éligibles également, les coûts d'encadrement également. Le carburant, les chèques vacances ne seront pas acceptés, mais sur la location d'un véhicule, oui. Et pour le télépéage,
Ouais, alors le télépéage, je avec une précise, carte. ouais, Oui. il faut vraiment se rapprocher de l'agence d'autoroute qui est pas loin du lieu où où vous êtes pour vraiment alimenter la carte. Parce qu'il y a un petit délai entre l'envoi des chèques pour que la carte soit alimentée et l'alimentation effective. On a répondu pour les bénévoles. Alors, sur les listings de lieux d'accueil pour les personnes seules, alors dans le cadre de nos programmes d'action sociale, une aide au soutien, enfin un soutien au patrimoine touristique. Et dans ce cadre, on attribue des aides pour la rénovation de sites touristiques à la demande de professionnels d'hébergeurs. Et dans ce cadre, ces hébergeurs s'engagent en fait sur 3 ans à mettre à disposition des offres à tarifs négociés pour des personnes tout simplement qui sont accompagnées par des associations X ou Y. Et donc, on a une liste effectivement de sites qu'on peut vous recommander. On a également des sites qui appartiennent ou qui travaillent avec des associations. Je pense notamment à des sites, à un site qui appartient à TD Carmonde, mais également à des sites d'hébergement d'Emmaüs. Il y en a d'autres comme ça qui sont à taille humaine et qui appartiennent au tourisme social, dont on peut vous faire part. Je ne sais pas s'il y a des personnes éventuellement qui en ont connaissance également et qui peuvent le partager sur le chat ou on joindra à la présentation au PowerPoint, mais effectivement, ce sont des lieux où les personnes peuvent aller en toute confiance et où les professionnels du tourisme ont l'habitude de travailler avec le secteur associatif, donc pourront avoir une attention particulière. Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais les frais liés au salaire, ne les valorisez pas dans les plans de financement. Indiquez uniquement la part du séjour qui est liée à l'accompagnateur, si vous souhaitez qu'il y ait une prise en charge de l'agence à hauteur de 30%. Il y a des questions sur les dossiers, donc je pense que tu vas y revenir tout à l'heure, Jean-Sébastien. Tout à fait, oui, parce qu'il y a des slides là. Non, les excursions à la journée, je disais, on n'a pas de vision normative des vacances et des excursions. Donc ça peut tout à fait être une sortie au bord de la mer, au lac du coin, aucun souci. Oui, il est possible donc de solliciter une demande pour une excursion à la journée et un séjour vacances dans la même année. Ça, on l'a précisé tout à l'heure. Pour la convention, alors il n'y a pas de convention, peut-être ce sera Jean-Sébastien qui vous expliquera les questions liées à l'adhésion à la FAS, puisque notre unique co-contractant, c'est la FAS. Voilà. L'agence n'est en lien qu'avec la FAS. Du coup, je vais préciser. Oui. Du coup, je peux préciser dès maintenant que oui, effectivement, le dispositif Vacances pour tous s'adresse à toutes les associations, à toutes les structures, même ne faisant pas partie de la FAS. On ne demande pas d'être adhérent à la fédération. Par contre, ce qui est important, si vous faites des demandes, on va vérifier que vous êtes bien affilié, que votre association existe bien. Donc, on va vous demander des détails un peu lors de votre inscription. On va vous demander le rapport d'activité. Des justificatifs sur l'existence légale. Voilà, tout à fait. Pour ne pas avoir de surprise, ne pas pouvoir donner des chèques vacances à une structure qui n'existerait pas ou qui aurait juste une façade. C'est très important pour nous maintenant de pouvoir justifier et suivre les projets et de voir que votre association existe bien. Et par contre, nous, on a, au niveau de notre dispositif, on va prendre surtout les structures qui sont en lien avec notre secteur d'activité. Donc, tout ce qui est CHRS, tout ce qui est secteur de l'IAE, là, oui, on pourra répondre. Par contre, pour d'autres domaines où ce n'est pas notre secteur d'activité, malheureusement, je vous renverrai vers d'autres associations. Mais souvent, quand vous faites la demande, souvent, je vous appelle et je vous le signifie directement. Oui, Madame Chaou, pour les enfants en CHRS qui relèvent d'une mesure d'accompagnement ASE, oui, ils sont éligibles pour partir en colonie de vacances, mais sur l'appel à projet sur l'enfance protégée, donc on vous enverra le lien
après cette rencontre. La question suivante, c'est est-ce qu'on finance les séjours en autonomie? Oui, bien sûr. En aucun cas, on demanderait un encadrement obligatoire pour des personnes qui sont tout à fait autonomes pour partir en vacances, qui ont juste besoin d'un coup de pouce financier. Ouais. Et je voulais aussi préciser, parce que je l'ai vu qu'il y avait aussi une question sur les accompagnateurs. Est-ce qu'il est obligatoire que plusieurs familles qui partent soient accompagnées? Non, il y a la possibilité de faire un collectif non accompagné, puisque les personnes se connaissent. Bon, ben, vous faites un seul projet pour les familles. Il y a possibilité qu'elles partent seules, enfin, que les familles partent ensemble sur un même projet collectif. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation d'avoir un accompagnateur. Alors, est-ce qu'on peut soumettre, c'est M. Gerfali, si on peut soumettre plusieurs projets dès lors qu'il s'agit de personnes différentes? Absolument. Bien sûr. Vous pouvez présenter plusieurs demandes pour différents bénéficiaires de votre structure. Hein. Aucun souci. Sur les différents cofinanceurs, je pense qu'on les a déjà cités. Mais il me semble, Jean-Sébastien, que la face envisageait aussi la rédaction d'un guide. Tout à fait. Donc là, on est aux prémices, mais on va essayer de sortir des fiches sur des structures qui pourraient accueillir et aussi sur du cofinancement. On est en cours d'élaboration. Bon, ce n'est pas pour tout de suite, mais si vous voulez avoir plus de renseignements ou avoir des pistes, vous n'hésitez pas à me contacter. Et à ce moment-là, on pourra échanger ensemble. Est-ce qu'un public réfugié et demandeur d'asile peut partir sans accompagnement? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut cumuler les aides VACAF et les APV? Absolument, on vous y encourage fortement quand c'est possible pour les familles allocataires. L'aide en chèque vacances peut être un complément, parce que généralement, les sites VACAF, les hébergeurs, acceptent les chèques vacances. Donc oui, et on vous y encourage clairement. Peut-être en termes de... Peut-être préciser, on l'a dit en introduction, hein, il y a une 60aine de têtes de réseau partenaires dans le cadre des aides au projet vacances. Bien sûr, une famille, un adulte isolé, une personne en situation de handicap, un jeune qui est aidé dans le cadre de votre accompagnement par l'intermédiaire d'une aide en chèque vacances de la FAS ne peut pas être aidé par une autre association partenaire dans le cadre des aides au projet vacances. Il n'y a pas de cumul possible des aides dans ce cadre. Il n'est pas possible d'obtenir une aide via les apprentis d'Auteuil pour un jeune et solliciter par ailleurs la FAS. Voilà. Et oui, et tu parlais aussi du cofinancement VACAF. Il faut savoir que si la famille a des VACAF, il faut privilégier le cofinancement VACAF parce que du coup, ça rend le séjour moins onéreux pour la famille aussi. Parce que j'ai eu des propositions, on me proposait en me disant, bah oui, si elle a les VACAF à ce moment-là, est-ce qu'elle peut faire un deuxième séjour? Après, on est plus autour de personnes en situation de précarité. Donc, c'est bien l'aide ANCV, elle est là aussi pour les aider. Et il vaut mieux faire un beau séjour et bien profiter du séjour en ayant ces deux aides que d'essayer de faire deux séjours et de mettre en difficulté les familles financièrement aussi. C'est très important et le but, c'est pas de distribuer de l'argent. Le but, c'est de pouvoir aider au financement et que les personnes puissent avoir un moment de détente, un moment où elles peuvent se sortir de chez elles, quoi. On a déjà répondu pour les demandeurs d'asile et les réfugiés en disant qu'ils étaient bien éligibles. Pour les conditions de ressources, effectivement, on a évoqué la question du QF. Pour la personne, donc Madame Saïd, pour la personne, parce qu'on a aussi des salariés, des travailleurs pauvres qui sont bénéficiaires de ces aides, je vous invite à regarder la grille RFR pour le revenu fiscal de référence. Ce serait pas, je pense que la personne pourrait être éligible. Il faudrait regarder les plafonds que communiquera Jean-Sébastien. Et comme on l'indiquait, si elle est dans une situation d'endettement et d'addiction, comme vous l'évoquiez, ce sont des éléments voilà, qui peuvent justifier aussi une possible dérogation s'il était légèrement au-dessus du plafond. De toute façon, la plupart des projets qui nous sont soumis, les personnes sont vraiment... Sont éligibles, bien sûr. Voilà. Bien du sûr. moment où on est en structure d'hébergement, bien souvent, à part quelques exceptions,
Alors, pour les personnes sans QF, donc qui ne sont pas allocataires de la CAF, il y a le revenu fiscal de référence, et si la personne n'est pas imposable, de fait, elle est éligible, bien sûr. Tout à fait. Je pense qu'on a répondu à pas mal de vos questions. Sur le coût de transport, s'il est pris en charge par la structure, est-ce qu'il peut être considéré comme un cofinancement pour la NCV? Donc, c'est M. Coupereau. Bien sûr, Ouais. parce que dans le plan de financement, vous allez indiquer les différents postes de dépenses. Donc, il y aura parmi eux le transport. Et en face, quand vous mettrez les cofinancements, vous mettrez donc la sollicitation d'aide auprès de l'agence. Et sur le cofinancement de la structure, vous pouvez valoriser le transport, le montant du transport. C'est considéré comme un cofinancement, oui. Sur le formulaire. Alors, la situation administrative, non, elle n'est pas un frais pour les projets, puisque comme vous pouvez le voir, la commission d'attribution des aides a tenu compte de tous les cas de figure possibles par rapport à la situation des personnes jusqu'à l'attestation sur l'honneur du travailleur social ou du responsable de la structure en dernier recours. Donc ça peut convenir pour tout le monde. Enfin, ce qu'on vous demande, c'est quand il y a une attestation RSA, CMU, AME, l'avis d'imposition, bien sûr de le fournir pour les personnes pour lesquelles c'est possible, et quand ce n'est pas possible, de recourir à l'attestation sur l'honneur. Donc, il n'y a aucun cas de figure finalement où la personne ne peut rien fournir. Oui, ça, c'est important de vous le préciser. Parce pour que, le revenu fiscal de référence, oui. Jean-Sébastien vous enverra un tableau, parce Oui. qu'en fonction du nombre de parts du foyer fiscal, bien sûr, le montant plafond n'est pas le même. Voilà, et ça, on vous le fournira après. Et oui, pour l'attestation de versement de l'OFI, oui. Est-ce qu'un centre social peut faire la demande pour un projet, pour un groupe de jeunes qui souhaitent partir en camping cet été? Donc, Madame Chanel, quel âge ont ces jeunes? S'ils ont moins de 16 ans, ce n'est pas possible. Ouais. Par contre, si c'est entre 16 et 25, oui. Et 25 ans, oui, c'est possible. Donc, il n'y a pas d'obligation qu'il y ait un accompagnateur, ça on l'a dit. Pour des familles réfugiées, bien sûr qu'elles peuvent partir sans accompagnement si vous jugez qu'elles sont suffisamment autonomes pour partir par leurs propres moyens. Si un CHRS monte un projet vacances collectif, est-il obligatoire que le CHRS prévoie des accompagnateurs? Ça, c'était la question à laquelle tu as répondu, Jean-Sébastien. Oui, tout à fait. Plusieurs familles peuvent partir ensemble si vous êtes... comment dire, vous pensez qu'elles peuvent partir en autonomie, bien sûr. Et ce qui a été le cas de pas mal de projets aussi l'année dernière. Oui, bien sûr. Alors moi, je vois le cas, on a souvent des exemples d'associations qui louent plusieurs emplacements de camping l'été, et elles y inscrivent plusieurs familles qui y vont durant l'été et qui se succèdent en fait. Elles louent 2-3 mobil-homes, et puis pour le mois, par exemple, et il y a quelques familles qui se succèdent. Oui. Et du coup, voilà, ça travaille aussi sur l'autonomie des personnes. Et souvent, ce sont des familles qui ont peur de partir toutes seules. Et le fait d'avoir une ou deux autres familles, ça les rassure. Et du coup, voilà. Bien sûr. Et comme souvent, les retours de ces familles, c'est tu partais en vacances comme tout le monde. Et oui, c'est le but aussi, c'est de pouvoir être comme tout le monde et de pouvoir bénéficier de vacances. Vous êtes largement dans les temps, oui, pour un séjour pour l'été 2022. C'était la question de Madame Azouz. Oui. Oui, vous êtes largement dans les temps. Jean-Sébastien vous expliquera le système de commission. Oui, c'est juste après. Et ensuite, bien sûr, ce n'est pas parce qu'un lieu n'est pas agréé VACAF que vous ne pouvez pas solliciter une aide de la NCV. Ce qu'on disait juste, c'est que quand il y a une aide VACAF, forcément, c'est un site qui accepte les chèques vacances. Voilà. Et souvent, quand il y a les aides VACAF, si la personne est éligible, quand vous appelez la structure pour réserver, ils demandent le numéro VACAF de la personne et elle vérifie en direct qu'il y a bien encore une enveloppe, puisque vous savez que les enveloppes VACAF sont des enveloppes annuelles, mais ce sont des enveloppes définies et que c'est premier arrivé, premier servi. Donc, du coup, c'est important de pouvoir faire les projets vacances qui auraient lieu avec un financement VACAF, de le faire dès l'arrivée des VACAF, parce que ça
très vite selon les Absolument. Dès que la départements. personne vous communique ses droits, oui. Voilà. Et sur la durée des séjours, effectivement, je n'avais pas donné la durée maximale. Donc, c'est des séjours normalement entre 4 nuitées et 21 nuitées maximum. voilà. Du coup, on est passé à une nuitée depuis Oui. 2020. Alors, je dis une nuitée parce que pour moi, c'est de l'ordre de l'exception. Oui. Mais oui. Oui, mais jusqu'à 21, ouais. Ou 22 jours. Donc, c'est 21 nuitées maximum. Il n'y a pas de nombre d'excursions limitées dans l'année. Par contre, on vous demande, tant qu'à faire pour les mêmes bénéficiaires, de ne pas en prévoir, dans l'idéal, une excursion par bénéficiaire dans l'année sur une sortie en collectif. Ça nous paraît bien dans la mesure où c'est déjà pas notre cœur de métier. Alors, Madame Vauquelin… Et c'est quelque chose d'exceptionnel aussi, hein, c'est voilà, à ça doit préciser. être exceptionnel, oui. Madame Vauquelin, donc sur votre association de protection de l'enfance, vous pouvez directement déposer un dossier auprès de l'agence. Je vais quand même… je suis référente sur l'appel à projet sur l'enfance protégée, donc vous pourrez me contacter en direct. Je laisserai mes coordonnées, mais j'insiste, c'est uniquement pour les appels à projets thématiques. Pour tout ce qui concerne les aides aux projets vacances, votre unique référence est Jean-Sébastien. Ou sinon, tu peux me fournir à ce moment-là, je communiquerai des coordonnées si les personnes me contactent. Oui. Ça sera plus simple peut-être. Oui. Alors, pour un enfant de 13 ans, est-ce qu'il peut partir en séjour collectif sans sa mère ? Alors, s'il est sous la responsabilité d'une autre famille, qu'est-ce que ça veut dire sous la responsabilité d'une autre famille ? Ça veut dire que c'est la famille qui vous présenterait le dossier de demande d'aide, ou est-ce que c'est une aide uniquement pour l'enfant ? Dans ce cas-là, ce ne sera pas possible. Si la personne n'a rien mais est en cours de régularisation, la structure peut fournir une attestation sur l'honneur. Oui, Madame Costa. Le groupe de jeunes a entre 11 et 17 ans. Donc, pour les moins de 16 ans, il n'y aura pas d'aide possible pour votre centre social. On est sur les aides au projet vacances sur des jeunes entre 16 et 25 ans. Alors, il y a quelques questions, Jean-Sébastien, sur le dépôt de dossier, sur les délais de réponse, s'il y a un changement sur le nombre de participants. Donc là, je te laisse répondre. Voilà, justement, du coup, on arrive sur la demande d'APV, ce que j'avais prévu, donc très bonne transition. Donc, comment faire une demande d'aide au projet vacances ? Ça, c'est aussi beaucoup. Bon, il y a des gens qui participent au webinaire qui ont déjà fait des demandes. Pour ceux qui ne savent pas, il faut passer sur le site de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et là, sur le site, via le lien Innovation et services, vous avez services, vous avez financé les vacances. Et quand vous allez sur financer les vacances, il y a le lien pour aller directement sur la demande en ligne. Sur le site, vous allez retrouver aussi tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec les critères d'éligibilité, tout ce que vous avez besoin pour votre projet. Vous retrouverez ça sur le site de la fédération, il y a des liens, vous cliquez, vous retrouverez tout ce qu'on s'est dit là. Donc, vous déposez votre site sur le site de la FAS qui va vous envoyer sur notre nouveau logiciel d'appel à projet qui sera Win. Donc, quand vous serez sur cette plateforme, il faudra juste vous enregistrer pour qu'on puissiez avoir le lien sur le site et que vous puissiez redéposer à n'importe quel moment vos projets. Une fois que vous avez validé, il faudra valider votre projet, bien vous assurer que tout ce qui est noté dans l'appel, sur le site Win, vous avez bien rempli toutes les cases, puisqu'à la fin, il va vous dire de rectifier s'il y a des choses qui sont à rectifier. Vous allez voir, c'est un logiciel très facile à suivre. Je pense que s'il y a des difficultés, on fera peut-être un webinaire là-dessus pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Mais si vous avez des soucis pour être sur la plateforme, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail et à ce moment-là, je vous recontacte. Une fois que vous avez déposé votre dossier, il va y avoir un examen de votre dossier avant notre comité d'engagement. Donc, c'est moi qui fais l'examen du comité. Enfin, avant le comité, il faut compter entre votre demande de chèque. Alors, souvent, par rapport à vos projets,
il faut vraiment anticiper votre demande de chèque vacances. Pourquoi anticiper? Il faut compter 3 à 4 semaines pour pouvoir avoir les chèques vacances après le dépôt de votre demande. Pourquoi? Parce qu'on va étudier votre demande, ça va passer en comité, et une fois que le comité est passé, on va vous envoyer les chèques en voie postale ou par transporteur, ce qui peut demander un peu de temps. Donc, du coup, si vous faites un projet aujourd'hui dans 15 jours, ce n'est pas possible parce que vous n'aurez pas les chèques vacances dans les temps. Donc, pour pas vous mettre en difficulté, pour pas mettre les familles en difficulté, anticipez bien vos projets vacances. Moi, je vous conseille, si vous avez déjà des projets pour cet été, c'est de commencer à faire vos demandes de projets vacances maintenant. Je sais qu'avec les publics que vous accompagnez, ce n'est pas forcément évident, mais si vous avez la possibilité, faites-le bien en amont. Mais pour ceux où c'est vraiment très court, comptez quand même un mois avant le déroulé du séjour. Donc, après examen de votre dossier, moi, je le passe en comité d'engagement. On est 3 sur le comité avec mes 2 collègues de la fédération, où on voit le montant à octroyer. Donc, souvent, si vous avez bien monté votre projet et que la somme que vous demandez, souvent on donne la somme qui est demandée. Ne faites pas parce que les appels à projets vacances ne sont pas des appels à projets comme on pouvait faire quand vous avez une demande à faire pour une subvention. Ce n'est pas nous qui allons décider de la somme que vous voulez, parce que c'est un projet que vous avez travaillé avec les familles, et donc du coup, il y a bien une somme qui a bien été dédiée. Donc du coup, souvent, si ça correspond bien aux critères, si vous avez bien répondu à tout, vous aurez la somme demandée. Donc, une fois que vous avez reçu les chèques vacances, les gens partent en vacances, tout ça. Et par contre, il faudra faire après ça un bilan qui est obligatoire et qui est à remplir sur la plateforme APV Web. Donc, c'est une plateforme de l'ANCV. C'est la plateforme Reporting APV Web. Quand vous allez faire votre demande, je vous enverrai aussi comment créer votre compte sur le site APV Web. APV Web, c'est hyper important, et je pense que là, Marie-Placide peut apporter des éclairages sur pourquoi il faut absolument remplir le document sur APV Web. Alors, APV Web, c'est notre outil de reporting sur les aides au projet vacances. Comme je vous l'ai indiqué au départ, nous, on est sur un partenariat où on se positionne sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que notre partenaire, c'est la FAS. C'est la FAS qui dispose d'une enveloppe annuelle en chèque vacances et qui en fait bénéficier l'ensemble de son réseau. Nous avons besoin que vous saisissiez l'ensemble des informations liées au projet vacances sur ce site de manière rigoureuse, parce que derrière, ces bilans, tous vos bilans sont consolidés. Jean-Sébastien disait que rien qu'en 2021, ça représente plus de 2000 bénéficiaires. Ces bilans sont consolidés et ensuite la FAS en fait état à l'agence chaque année, en début d'année d'ailleurs. Et lors de ce bilan, on décide du renouvellement du partenariat pour l'année suivante. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu qui n'est pas négligeable. Chacun apprécie chaque année de disposer de cet outil au sein de son association pour aider les personnes qui l'accompagnent, mais derrière, ça engage votre responsabilité dans la mesure où nous, on a besoin des retours chiffrés sur les personnes qui ont été aidées, où elles sont parties. C'est pas du tout une logique de flicage, je me permets d'insister sur ce point. C'est que nous, c'est des bilans statistiques que ça vient nourrir et ça permet aussi de justifier chaque année de l'intérêt d'aider les plus fragiles à partir en vacances et des impacts non négligeables que ça a sur la vie de ces personnes. Et sur vos structures aussi, en termes d'outillage, pour renforcer l'accompagnement tout simplement. Donc ces bilans sont extrêmement précieux pour nous. On sait que chaque année, nos référents comme Jean-Sébastien ont quelques difficultés à récupérer les données. Alors autant il est très diligent pour vous permettre d'obtenir les aides, les chèques vacances rapidement, même quand parfois les délais ne sont pas respectés. Donc vraiment, on compte sur vous et on a besoin de vous pour avoir des bilans qui soient fiables. Il y a un gros travail derrière ensuite pour consolider ce bilan par les équipes de la FAS, les équipes de Madame Crouzet, avec Tiffaine, Jean-Sébastien et d'autres personnes.
C'est un engagement qui est très important et derrière, ils ont besoin vraiment de pouvoir compter sur vous. Et comme je vous le disais, l'agence fait l'objet de contrôles aussi chaque année, où d'aucuns auraient très vite fait de chercher à montrer que nos programmes d'action sociale ne sont pas bien gérés, que les données ne sont pas fiables et que finalement, il y aurait plutôt intérêt à prévoir un montant fixe par personne plus proche d'1 € que des montants que vous percevez aujourd'hui pour aider ces personnes. Donc, je me permets d'insister lourdement sur l'importance du reporting parce que derrière, il y a une chaîne de dépendance depuis le terrain jusqu'à l'ANCV. Et ça nous permet aussi d'être aussi bien la face que nous, vos ambassadeurs, vos porte-paroles, pour nous battre chaque année, pour qu'il y ait des montants qui soient significatifs, qui soient dédiés à l'action sociale. Voilà. Et du coup, je voudrais compléter ce que tu disais, Marie-Placide. C'est pour ça qu'on vous demande, c'est qu'une fois que le séjour s'est bien déroulé, c'est de pouvoir le faire dans le mois où les familles rentrent de vacances. Parce que quand vous faites le bilan en fin d'année, quand c'est un séjour qui a eu lieu en juillet, on ne se rappelle plus forcément de ce que la famille vous a dit. Donc, c'est aussi sur les verbatims, sur les choses que pourrait dire la famille sur le projet, mais c'est aussi c'est de retrouver les documents, de bien les mettre et de refaire le budget. Ça pose problème aussi pour les structures dont les partenaires, les collaborateurs peuvent s'en aller en cours d'année. Si vous êtes un collaborateur, vous décidez de partir, mais que donc c'est plus compliqué pour un autre collaborateur de reprendre le projet et d'essayer de faire le bilan du projet. Par contre, ce que je tiens à préciser, et c'est hyper important, c'est il faut que vous gardiez tous vos justificatifs pour chaque séjour. Vous gardiez les justificatifs un minimum de 3 ans. Afin en cas de contrôle, qu'on puisse vous solliciter pour récupérer les documents que demanderait l'agence. Tout à fait. Nos partenaires peuvent faire l'objet d'un contrôle administratif avec un échantillonnage. Donc, on pioche, enfin, c'est pas on, puisque c'est une autre direction indépendante, qui pioche un échantillon de porteurs de projets avec des projets qui ont été financés sur les 3 dernières années. Et dans ce cadre, on demande à la FAS de nous fournir les justificatifs que vous êtes censés conserver au sein de votre structure. Donc, c'est très important que vous puissiez conserver les pièces. Alors, j'insiste, l'objectif, ce n'est pas de conserver le moindre ticket de restauration, le moindre ticket de caisse, pas du tout. Mais de conserver les justificatifs sur les principaux postes de dépenses. Quand il y a eu une facture, je reprends le camping ou d'un hébergement autre, il y a une facture qui a été réglée en chèque vacances, on vous invite à la conserver. S'il y a eu une facture pour une location de véhicule, pareil. Voilà, l'idée, c'est pas de justifier de la moindre dépense, de garder tous les petits tickets de caisse et mettre dans l'embarras les personnes, mais vraiment sur les postes de dépenses les plus significatifs. Ce qu'il faut, c'est juste rassurer sur le fait que le séjour a bien eu lieu. C'est l'unique objectif. Tout à fait. Et du coup, le bilan, il doit être vraiment fait sur APV Web. Parce que là, je vois Mazouz mettait si on peut mettre sur un autre support que papier. Non, le bilan chiffré doit être fait sur le site de l'APV. Il n'y a pas d'autre endroit où vous devez faire le bilan. Le bilan doit vraiment être fait sur le site de l'APV Web. Mais vous aurez tous les documents et moi je peux vous aider aussi, puisque c'est arrivé l'année dernière, de vous accompagner si vous avez du mal à vous situer sur le site de l'APV Web. Après, si vous souhaitez valoriser le séjour avec des photos et des vidéos, avec bien les autorisations de droit, bien sûr. Et du coup, on peut enchaîner sur ce que j'avais prévu après ça, c'est de vous parler. Alors ça, c'est les principes clés. On va revenir après. C'est sur le concours photo. C'est le côté un peu sympa. Le concours photo et témoignages. Donc cette année, comme les 2 dernières années, puisqu'on avait commencé en 2020 un concours photo sur 3 catégories, qui était la photo la plus drôle, la photo la coutière et la photo la plus inspirante, qu'on a élargi l'année dernière par un concours aussi de témoignages. Et du coup, cette année, on réitère le concours
Et c'est dès maintenant, vous pouvez participer au concours photo et témoignages. Vous retrouverez tout ce qui est lié au concours sur le site de la fédération, via le lien que Tiffaine vous a mis dans le chat, mais on vous enverra aussi quand on vous enverra le support PowerPoint, on vous enverra aussi le lien, mais vous avez le lien sur la plaquette. Et du coup, vous pouvez gagner jusqu'à 300 € de chèque vacances pour chaque catégorie. Donc, les 300 €, ce sont pour les personnes. Donc, si c'est quelqu'un qui est allé en vacances, qui a posté une photo, bon, ce sera pour la personne. Si c'est un collectif, c'est pour votre collectif. Il faut savoir que cet argent ne sera pas, on ne va pas vous demander l'année prochaine, quand vous allez monter un autre projet et vous allez vouloir utiliser les 300 €. Les 300 € ne seront pas comptés dans l'enveloppe chèque vacances APV Web que vous allez demander à la fédération. Ça peut faire partie d'un cofinancement, puisque c'est une autre source de revenus. Marie-Placide, je ne me trompe pas. Tu veux dire si la personne a gagné… C'est à gagner 300 €. Oui, bien sûr. Ça fera partie de… Qui appartiennent, oui. Voilà, donc du coup, ça fera partie de son autofinancement. Tout à fait. Il y avait quelques questions, Jean-Sébastien. Alors, il me semble que c'était sur les commissions. Donc, il y a des commissions tout au long de l'année. Tout à fait. On essaie au maximum de regrouper par rapport aux demandes. On fait aussi au fil de l'eau. Si on a beaucoup de demandes, on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de demandes qui vont se faire par rapport aux vacances d'été. Quand on a beaucoup de demandes, on fait souvent une commission une fois par semaine pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Et sinon, il faut compter 1 à 2 commissions par mois quand la période est un peu plus creuse, pardon. Et si je peux me permettre, oui. Il y a une personne qui mentionnait la question des enveloppes disponibles. Alors, pour le coup, avec la FAS, on est sur une triennale qui prend effet là, qui a pris effet ce mois-ci, jusqu'en 2024. Sur l'enveloppe, comment dire, il y a de quoi faire. Donc, allez-y. Si vous avez des dossiers, il y a une enveloppe conséquente qui est disponible chaque année. Voilà. Et du coup, le coût par jour de 110 € par jour et par personne, c'est pour faire bénéficier un maximum de personnes au projet vacances. C'est pour ça qu'on a réduit le coût par jour par rapport au projet vacances. Parce qu'on pourrait aller au-delà. Mais nous, on a pris le parti pris de mettre 110 € par jour et par personne pour faire profiter un maximum de personnes les aides au projet vacances. Alors, il y a une personne qui posait la question par rapport au RFR, donc il faudra que Jean-Sébastien vous communique le tableau. Oui. Bien sûr, c'est un tableau par rapport au nombre de parts fiscales. Donc, la première part, le plafond, il est fixé à 14 961 €. Pour un foyer avec une part et demie, c'est 20 000 €. Et ainsi de suite. Sur 2 parts, on est à 25 044 € pour une personne seule et 28 235 € pour 2 parts. Pardon. Oui, c'est ça, pour 2 parts. Oui, pour 2 parts. Donc, ça vous donne un peu un ordre d'idée, mais Jean-Sébastien vous communiquera le tableau. Et il y avait une autre question qui a été posée sous forme différente par Madame Tout et Madame, je crois que c'est Madame Costa. Alors, on est toujours à l'agence sur une aide à la personne. Donc, on part toujours de la situation personnelle, de la situation individuelle de la personne. C'est-à-dire que même s'il s'agit d'un séjour collectif, on considère que l'aide qui sera attribuée, par exemple, à chaque famille ne sera pas forcément la même. Parce que, par exemple, entre 2 familles, le montant d'aide de la CAF ne sera pas le même s'il y a une aide de la CAF. La capacité de contribution en autofinancement ne sera pas la même. Donc, on part, même si le coût du projet est le même, chaque famille ne pourra pas forcément mettre la même somme et n'aura pas obligatoirement droit au même montant de chèque ANCV. Pour nous, il faut que ce soit clair, c'est toujours une aide à la personne. Et quand vous renseignez le dossier sur APV Web, vous avez donc un projet collectif avec un plan de financement qui est consolidé, et donc vous additionnez les différentes contributions des familles pour mettre l'autofinancement. Que ce soit que la contribution des familles diffère, ce n'est pas un souci.
pour l'enregistrement sur APV Web. Mais pour nous, c'est vraiment important de rappeler que c'est une aide à la personne. Voilà. Jean-Sébastien, il y a Monsieur Delaroche qui demande s'il est possible de participer au concours avec une vidéo. Dans la catégorie témoignage, je pense qu'on va certainement ouvrir à la catégorie vidéo parce que je trouve que ça peut être aussi quelque chose de très dynamique. Et tout ce que vous nous apportez dans le concours photo ou dans les témoignages, c'est aussi une façon de nous aider à mettre un focus sur les vacances, sur le dispositif vacances. Donc, ça peut nous servir à la fédération, mais ça sert aussi à la NCV puisque les supports qu'on utilise sont partagés avec la NCV puisque quand vous signez… Quand il y a des autorisations de droit, voilà. Oui. Parce que pour participer au concours, il faut signer l'autorisation de droit que vous retrouverez sur le site de la fédération au même endroit que le concours photo. Et ça, je remercie ma collègue Enora qui a travaillé dessus et qui nous a fait un beau site par rapport à ça. Donc, merci Enora. Et du coup, vous retrouvez tout ça sur le site de la fédération. Vous pourrez télécharger directement. Il y avait une question pour les personnes sans QF. Elles ont un revenu fiscal de référence et si elles n'ont pas d'imposition, elles envoient un justificatif qui indique qu'elles ne sont pas imposables. Alors, quel justificatif faut-il fournir pour justifier de la participation des familles? Alors, il n'y a pas à justifier de la participation des familles. Alors, oui. Oui, excuse-moi, c'est juste, je pense, au séjour collectif. Sur les séjours collectifs, ça peut être la liste des participants. Par contre, pour les séjours individuels, non. Je te laisse compléter. Alors, je ne sais pas si vous, Madame Dancoine, la question a été posée par rapport à la contribution financière. Pour ça, il n'y aura pas de justificatif. Là, c'est une déclaration sur l'honneur. Enfin, une déclaration sur l'honneur, une déclaration individuelle, quoi. Le montant qui est indiqué sera celui retenu, c'est celui que vous avez défini avec les familles, ce ne sera pas vérifié. Ce qui sera vérifié, c'est les postes de dépenses qui ont été financés grâce aux aides au projet vacances, donc avec les chèques vacances. Et s'assurer que les différentes factures permettent de déterminer le bon montant. C'est-à-dire que si vous avez indiqué que le séjour s'élève à 900 € pour une semaine et que l'aide de l'agence est de 500 €, il faut justifier que le séjour a bien coûté 900 €. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il n'a pas été surestimé pour obtenir une aide de 500 € et pas justifié derrière. Voilà. Et aussi très important, c'est quand vous faites le bilan sur APV Web, de vous assurer que vous êtes bien dans les critères et qu'on n'est pas à 100% d'aide au projet vacances. C'est-à-dire que la part ANCV, elle ne doit pas être de 100%. Elle est de 80% maximum pour les personnes, pour les familles. Parce que souvent, il y a tendance il y a des personnes, quand ils font le bilan, mettent simplement le chiffre de l'aide ANCV et ce que ça a financé. Et ne mettent pas le reste. Mais nous, on a besoin du budget global qui soit reporté et pas que ce qui a permis de financer. Il faut effectivement qu'on ait tous les postes de financement pour pouvoir justifier de l'intervention de l'agence. Oui. Voilà. Et on n'a pas précisé tout à l'heure, mais c'est que notre dispositif vacances, il s'adresse exclusivement aux structures. Donc, une personne, un individuel, ne peut pas faire de demande de chèque vacances. Ça, c'est hyper important parce qu'il arrive encore que des personnes, des individuels, m'appellent pour pouvoir prétendre à une aide de projet vacances. Donc, je les dirige plus vers les structures qui sont à même de mener un projet vacances. Et pourquoi on ne peut pas prendre individuel? C'est tout simplement parce que le site APV Web, il est en direction des structures. Et un individuel… Et aussi parce que notre objectif, c'est de s'appuyer sur les associations qui mettent en place un accompagnement socio-éducatif auprès des personnes. Un individuel qui vient solliciter la FAS en direct, mais qui n'est accompagné par aucune association, qui n'est pas dans une démarche, tout simplement, on ne pourra pas justifier de l'intérêt d'attribuer des chèques vacances. Et justement, ce n'est pas un guichet. L'accompagnement socio-éducatif, c'est un préalable. L'outil chèque vacances s'intègre à cet accompagnement. Alors, quelle est la procédure pour restituer les chèques vacances non dépensés?
Alors, souvent, si c'est en cours, si c'est un projet qui a eu lieu en début d'année et qu'il y a encore des projets dans votre structure à ce moment-là, vous pouvez garder les chèques vacances dans le coffre et ça sert de reliquat pour un autre projet dans l'année. Par contre, si on arrive en fin d'année, c'est de nous renvoyer les chèques vacances à l'adresse de la Fédération des acteurs de la solidarité. Parce que souvent, il y a aussi des chèques vacances qui peuvent périmer à la fin d'année. Donc, du coup, nous, on récupère les chèques vacances et on les renvoie à l'ANCD. Voilà. Voilà. Si vous n'avez pas trop d'autres questions, je vais vous mettre J'en vois quelques-unes, Jean-Sébastien. Ouais. Très importante aussi. Pour le public hébergé sur le 115, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, comment dire, effectivement, il n'y a pas une démarche à proprement parler d'accompagnement socio-éducatif, mais c'est des publics qui sont bien identifiés, donc oui. Oui, bien sûr. Là, vraiment, quand on parlait de demande individuelle, c'était de personnes lambda où on n'était pas en mesure d'attester de la situation de fragilité et de difficulté des personnes. Parce qu'on est convaincu de notre mission, de ce qu'on fait, qu'on touche la bonne cible, mais ça n'écarte pas le fait qu'il y a parfois des personnes qui essayent de profiter de manière indue du dispositif. Mais pour le public hébergé sur le 115, oui, Madame Saïd. Sous quelle forme les différents devis doivent être présentés? Tableau, les devis fournis par les structures, transport doivent être fournis. Alors, écoutez, je dirais que c'est les devis. Quand vous avez un devis pour une location, un hébergement, vous n'avez pas à le retranscrire, vous le fournissez tel quel à Jean-Sébastien, tel qu'il vous est fourni par l'hébergeur ou l'agence de location. Et en plus, maintenant, sur le nouveau site Win, ce qui n'était pas le cas sur notre ancien logiciel, vous pouvez directement télécharger votre… donc, je vous conseille, c'est tout mettre en PDF. Et comme ça, vous le téléchargez directement sur notre nouveau logiciel de demande d'APV. Comme ça, le traitement est plus facile. Ça vous évite aussi de m'envoyer des mails à l'adresse vacances, parce que des fois, on peut oublier que là, quand vous allez saisir votre dossier, prenez tous les documents avec vous, mettez tous vos documents. Comme ça, vous êtes sûr, vous allez pouvoir remplir, parce que si vous avez oublié, vous ne pourrez pas valider forcément le logiciel. Il faudra revenir dessus et remettre. Donc, c'est aussi pour gagner du temps, c'est pour vous faciliter aussi les demandes. C'est hyper important. Il y a aussi par rapport au transport, parce que par rapport aux documents à fournir, je sais que pour les devis, c'est pas évident d'avoir un devis de la SNCF. Donc, ce qu'on fait, c'est que si vous faites une copie d'écran et vous m'envoyez la copie d'écran, et là, on sait que c'est un devis. Par contre, une fois que la personne est partie, vous envoyez le PDF avec les billets dessus. Mais pour vous faciliter… C'est un devis à date avec une copie d'écran du site de la SNCF sur les tarifs à date, bien sûr. Voilà, parce que des fois aussi, il y a aussi sur certains sites, quand on veut, sur les appart-hôtels par exemple, ou les appart-city, souvent, il n'y a pas de devis. Donc, faites un screen, vous faites une copie écran et il n'y a pas de souci, on prendra en compte par rapport à ça. Ça ne va pas bloquer la demande de chèque vacances, mais on demande quand même qu'il y ait ce justificatif pour augurer au niveau des dépenses. Oui. Madame Thomas, oui, vous avez tout à fait raison. Quand on parlait de référents et de garants de projet, c'est vraiment pour ça qu'on s'appuie sur les structures et les associations dont c'est le métier d'accompagner les personnes. C'est pas notre métier, c'est le vôtre et on a pleinement confiance dans tout ce que vous mettez en place au quotidien sur le terrain avec les personnes. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire reposer le dispositif sur les têtes de réseau et les associations en leur sein. Et de ne pas aller sur une logique d'aide individuelle en direct et une logique de guichet qui distribuerait des chèques vacances aux personnes sans autre accompagnement derrière. Voilà. Et du coup, c'est pour ça, sur la demande en ligne, on va vous demander aussi les coordonnées de votre responsable de service.
C'est tout simplement parce que comme il y a aussi, comme dans toute profession, un peu un turnover des travailleurs sociaux, eh ben, qu'on ait la personne un peu responsable avec son adresse générique qui permet, si la personne n'est plus là, de pouvoir contacter quelqu'un de la structure et de pouvoir finaliser au niveau des projets. Donc, c'est pour ça qu'on a une procédure un peu plus longue dans la demande, mais c'est pour nous faciliter aussi le travail, parce que c'est ça quelque permet chose… que le dispositif survive au-delà des personnes. Quand Voilà. il y a un turnover important sur les structures, le dispositif continue à vivre avec les personnes qui prennent le relais. Voilà. Et via notre nouveau logiciel, le directeur de la structure ou le chef de service de la structure pourra aller directement sur le site et retrouver les projets dont on parle, parce qu'ils seront référencés sur ce site. Et il y aura accès sur le projet. Donc, c'était important que je puisse vous le signaler. Alors, pour les justificatifs, il faut que ce soit des justificatifs de l'année ou N-1. Et quand la personne a le justificatif à date, qu'elle le transmette au plus vite, enfin, quand vous aurez le justificatif de la personne, que vous puissiez le transmettre au plus tôt à Jean-Sébastien. Tout à fait. Et si vous, par rapport à la personne initialement prévue, s'il y a une personne qui est initialement prévue sur un projet, je pense que c'est plus pour un séjour collectif. Oui. C'est la question de M. Guerard-Fally. Si c'est quelqu'un, voilà, et si elle répond, si c'est quelqu'un qui a les mêmes critères financiers, il n'y a aucun souci, vous pouvez remplacer la personne. Puisque il faut juste en tenir informé et t'envoyer les justificatifs. Tout à fait, ouais. Et puis, et bien mettre dans le bilan le nom de la personne effectivement partie. Hein. C'est une projection. Quand vous faites un dépôt de projet sur le site de la fédération, c'est une projection sur le projet futur. Après, ça peut arriver, quand on fait un collectif, on sait très bien qu'il y a un pourcentage de perte, entre guillemets. Mais vous pouvez remplacer, oui, pas de souci, si ça correspond aux mêmes critères. Et Madame Sojo, oui, vous pouvez utiliser MAPI pour comptabiliser le kilométrage pour une voiture individuelle. Voilà. Tout à fait. Il y avait une autre question, donc on a répondu pour les justificatifs. Vous n'avez pas de convention en direct avec l'agence. La convention, c'est celle qui est établie, enfin, la convention. L'adhésion, enfin, si vous êtes adhérent au réseau de la FAS, ou comme le disait Jean-Sébastien, pour bénéficier des aides au projet vacances, vous n'avez pas l'obligation d'adhérer à la FAS, mais de fournir un certain nombre de justificatifs qui prouvent l'existence légale de votre association. Et du coup, ça sera vous retrouvez ça sur la demande en ligne. Et si vous ne remplissez pas ça sur la demande en ligne, votre dossier peut pas être validé. C'est pour ça. Mais… Alors, Monsieur Guerard-Fally, il ne faut pas qu'il corresponde strictement aux mêmes critères. Par contre, il faut que ce soit une personne qui ait un QF inférieur ou égal à 900 et ou qui ait un revenu fiscal inférieur au plafond que vous communiquera Jean-Sébastien. Donc ça reste le cadre général. Ouais. Du coup, un peu pour conclure, qu'est-ce qui fait le principe clé de la réussite d'un projet vacances? Eh ben, pour nous, porteurs de projets, pour vous, porteurs de projets, c'est de pouvoir impliquer les futurs vacanciers dans leur projet. Et ça, c'est hyper important, parce que la réussite d'un projet, si la personne, si vous faites à la place d'eux, sera moins impliquée, et on s'aperçoit que bien souvent, certains projets tombent à l'eau. Ça arrive tous les ans, il y a des projets qui tombent à l'eau parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément été impliquées dans le projet, mais qui ont fait et qui ont laissé faire leur travail social. Non, impliquez-les, comme ça, plus ils sont impliqués, plus c'est facile. Ça permet aussi, la réussite d'un projet, c'est de collaborer entre travailleurs sociaux et futurs vacanciers sur le projet vacances, puisque vous abordez l'accompagnement social sous un autre volet. Et du coup, là, ça crée une émulsion. Les vacances, c'est toujours une émulsion, c'est toujours quelque chose de très positif pour les personnes. Et l'avantage de la réussite du projet, c'est aussi qu'il y a une liberté de choix. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas figées sur une destination que vous voudriez qu'elle aille. C'est elle qui choisit où elle va. Donc, c'est la liberté de choisir sa destination, la liberté de choisir son type de séjour, son mode de transport, son type d'activité, son mode d'autofinancement. Et ça, je trouve que c'est très riche, et c'est ce qui fait aussi
la richesse de ce projet, c'est que ça permet tous ces échanges. Et c'est aussi, et ça, c'est pas anodin, notamment pour les travailleurs sociaux qui accompagnent les gens tout au long de l'année, c'est de collaborer sur le montage du budget, parce qu'on aborde le budget sur une autre manière et qui est beaucoup moins fastidieuse, beaucoup moins beaucoup moins administrative, puisque là, c'est la recherche des devis, des hébergements, de transport, des loisirs, c'est de travailler avec la famille sur sa capacité financière. Donc, des choses qui ne sont pas dites au départ peuvent être dites lors de l'élaboration du budget, avec le calcul du reste à vivre, la capacité à épargner. Et puis, c'est la recherche des modes de financement. Donc, si la personne touche de la CAF, des choses comme ça, ça permet aussi de tous ces échanges. Voilà, par rapport au projet vacances. Marie-Placide, si tu veux rajouter quelque chose ou... Alors, j'essayais de voir si on avait répondu à l'ensemble de nos questions, puisqu'on voulait que ce soit un temps qui vous soit dédié et qui soit très pratico-pratique. On espère que vous avez trouvé les réponses à vos questions et surtout que ça vous a donné envie de monter des projets vacances dans vos structures pour les personnes que vous accompagnez. Comme vous l'avez vu, voilà, le réseau de la FAS est un très beau réseau. Vous avez la chance d'avoir une équipe mobilisée pour vous accompagner sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à solliciter Jean-Sébastien qui pourra compléter ce qu'on a dit aujourd'hui. Et voilà, nous, on fait ça avec beaucoup de conviction, donc on espère qu'on a réussi à vous partager un peu de toute l'ambition qu'on porte et de la volonté qu'on met à faire ce qu'on fait au quotidien. Et puis voilà, n'hésitez pas à solliciter Jean-Sébastien. C'était un plaisir d'être parmi vous. Marie-Placide, je tiens à te remercier de ta participation et de ce duo pour présenter les projets vacances. Je tiens aussi à remercier Sylvia Iannarelli, c'est notre collègue chargée d'événementiel qui a géré un peu toute l'intendance pour que tout se passe bien. De remercier aussi mes deux collègues Tiffaine Guérin et Nathalie Crouzet, qui sont les responsables du service appui et du service culture de la fédération. Et puis Nora aussi Ménard, qui est notre chargée de com sur tous les outils de la fédération. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions ou à l'essentiel des questions que vous posez. Sinon, n'hésitez pas, vous avez à la fin de ce webinaire mes coordonnées, les vacances fédération. Vous m'envoyez un mail et je vous renvoie, je vous rappelle, où vous retrouverez aussi mes coordonnées téléphoniques. Je vous appellerai ou on échangera par rapport à tous vos projets. Et n'hésitez pas, les projets vacances sont ouverts dès maintenant. On a déjà des commissions qui se sont déjà déroulées. Et voilà. Et merci beaucoup encore, Marie-Placide. Avec plaisir. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Au revoir et à très bientôt.